Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous choisir pour vous informer. Vous êtes dans le 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Après le volet économique, le gouvernement guinéen a procédé à la présentation du volet sécurité communautaire de la lutte contre le Covid-19. Il s'agit là de la seconde phase de la riposte contre le nouveau coronavirus. Ensuite, nous ferons un grand format sur le cri de cœur des abonnés des sociétés de téléphonie mobile. La qualité du service fourni est remise en cause, surtout les forfaits Internet et cette Orange Guinée qui est en ligne de mire. Nous irons également à Gawal à la découverte d'un jeune Guinéen qui, après sa mésaventure dans la quête de l'Eldorado européen, est retourné sur la terre de ses ancêtres pour se consacrer à l'élevage et ça le réussit plutôt bien. Comme vous le savez, Kankan, dans le Nabaya, marche d'une manifestation contre le délestage du courant électrique. Il y a eu plus d'une dizaine de personnes arrêtées. Donc à Kankan, les heures entre forces de l'ordre et manifestants ont occasionné des blessés et saccages. Le saccage du siège du RPG Arc-en-Ciel ainsi que du groupe Dabo Média. Les revendications des protestataires semblent avoir évolué désormais. Ils réclament la construction d'un barrage hydroélectrique pour desservir la ville en courant électrique. Alpha Oumar Keïta nous en dira plus avant la fin de cette édition d'information si les dieux de la technique sont avec nous. La présentation par les ministres du pôle économique des mesures économiques du plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19 a donc pris fin récemment. C'était autour de ceux de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile de procéder à la présentation du volet sécuritaire et communautaire de cette seconde phase du plan de riposte. Objectif informé sur les dispositions prises par le gouvernement pour vaincre cette pandémie en Guinée. Idrissa Bari, Amara Alexila. Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire décrété le 30 mars par le chef de l'État, le gouvernement a pris plusieurs dispositions pour atténuer l'impact de la pandémie sur les activités socio-économiques du pays à travers un plan de riposte économique. À ce jour, à travers le lancement de la campagne Stop Covid-19 en 60 jours par le gouvernement, à travers l'ANSS, une approche de riposte essentiellement basée sur le renforcement de la participation communautaire a été mise en place. Il s'agit pour l'État de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour suivre un ménage dans lequel existerait un cas de Covid-19. Bourema Condé sonne à nouveau l'alarme. La Covid est encore présente parmi nous. L'OMS ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Pour ce qui est de la riposte communautaire, le slogan est là, mobilisons-nous. Il s'agit donc d'une mobilisation de tous et de toutes. En ce qui concerne la situation du confinement à Conakry, les ménages concernés dans les communes de Kaloum, Matam et Dixine ont reçu l'appui nécessaire du gouvernement et de ses partenaires. Dans les communes de Matoto et Ratoma, qui comptent le plus grand nombre de cas, le processus de confinement se poursuit. Dans la commune de Matoto, 1355 cas, 270 ménages et là-dessus, 232 pour le moment sont pris en compte et le processus se poursuit, c'est-à-dire le processus de prise en compte. À Ratoma, vous avez 1728 cas où 121 ménages sont concernés et la prise en compte est déjà effective au niveau de 118 sur les 121 messages. Sur le plan sécuritaire, la police guinéenne sur tout le territoire national a pu mobiliser plus de 100 millions de francs guinéens sur les citoyens n'ayant pas respecté le port obligatoire du masque. Le montant total de ce qui a été collecté au titre des amendes sur le non-port de bavette est de 100 980 000 sur l'ensemble du territoire, somme entièrement reversée dans les comptes du Trésor public. Prenons un point d'honneur à dire à nos agents, faites preuve de discernement, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est seul dans sa voiture, qui n'est pas entouré de personnes, il n'y a aucune raison qu'on le sanctionne s'il n'a pas mis sa bavette. Le gouvernement, à travers ses deux ministres, invite les citoyens au respect des mesures barrières.
Dans le même registre, en Guinée, les dernières statistiques sur la Covid-19 donnent de l'espoir. À la date du 29 juin, avant la fin de la journée, le pays n'a enregistré que 9 cas positifs sur les 128 qui ont été testés. Au total, 4296 sont sortis guéris depuis le début de la maladie. Toutefois, il faut renforcer la surveillance et respecter les mesures barrières. Dans l'émission Les Grandes Gueules de ce mardi, Dr Sakoba Keita, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a indiqué que le nombre de cas pourrait exploser. Le reportage est de Mohamed Damaro Camara. C'est un tableau plutôt reluisant qu'affiche la Guinée ces dernières 24 heures. Avec seulement 9 cas confirmés sur les 128 testés, la stratégie Stop Covid en 60 jours initiée par les autorités politiques et sanitaires du pays semble aujourd'hui bien porter fruit. Nous avons réussi à confiner 719 ménages repartis dans les 5 communes dont Dixine en 83, Kaloum 4, Matam 85, Matoto 276, Ratoma 271. Donc toutes ces familles, on est en train de leur donner comme prévu l'alimentation pour qu'ils puissent respecter le confinement. Cependant, il est prématuré de s'en réjouir puisqu'il y a encore des efforts à fournir pour un dépistage de masse. Et à en croire le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le pays pourrait connaître une flambée dans les prochains jours. Nous pensons qu'on va avoir une augmentation du nombre de nouveaux cas quand on va introduire ces tests rapides d'ici la fin de la semaine. Mais pendant 2 semaines, après, nous allons commencer la vraie descente de façon durable. Le temps presse pour la stratégie Stop Covid en 60 jours. La lenteur des résultats des tests reste un obstacle à la riposte. À l'ANSS, les dispositions sont en train d'être prises pour faire face à ce problème. Il y a eu des engagements des différentes commissions qui étaient chargées, qui étaient impliquées dans le rendu des résultats, notamment le laboratoire et la surveillance. Et donc, depuis cette date, ceci s'est beaucoup amélioré. Actuellement, on respecte les 24 heures de rendu des résultats au point vérifié. Et aussi, la plupart de nos cas positifs, plus de 80%, on a réussi à les transférer dans les centres d'isolement. À la date du 29 juin, le pays enregistre un cumul de 4296 guéris. Seulement 31 personnes sont décédées de la maladie. À retenir donc, mesdames et messieurs, que le pays a enregistré ce 30 juin 2020 2 nouveaux cas de décès au Covid-19, ce qui porte à 33 cas de décès dans le pays, en milieu hospitalier bien entendu, et 40 personnes ont été confirmées donc positives au coronavirus sur 30 guéris du jour. Une remise officielle de 25 000 masques de protection contre la Covid-19 fabriqués dans le cadre du programme d'appui à l'intégration socio-économique, en abrégé Intégra. Ce programme est financé par l'Union européenne. La cérémonie de remise s'est déroulée samedi 27 juin 2020 au gouvernorat de la région administrative de l'Abbé. Le lancement de ce projet avait eu lieu simultanément le jeudi 11 juin dernier à Kindia, Mamou, l'Abbé, Farana et Kisidro. Alpha Ousmane Ba depuis l'Abbé. Grâce au programme Intégra en Guinée, 85 000 masques ont été confectionnés dans les régions de l'Abbé, Farana, Mamou et Kindia. Cette activité a permis aux tailleurs de générer des revenus, d'améliorer la formation des apprentis et en même temps lutter contre la pandémie du Covid-19 en Guinée. Des tissus, des élastiques et des emballages ont été mis à la disposition des centres d'apprentissage et de formation post-primaire et secondaire, des centres d'autonomisation des femmes et des tailleurs par l'agence d'exécution GIZ pour faciliter la confection de ces masques. Pour l'Abbé, nous avons confectionné 25 000 masques. Mais pour la confection de ces 25 000 masques, on a identifié 2 centres. Le centre d'apprentissage post-primaire, le CAF. Tous ces intrants-là ont été donnés par le partenaire technique, c'est-à-dire la GIZ dans son programme Intégra. Les intrants ont été fournis aux écoles. Vous savez, à un certain moment donné, on avait arrêté tous les cours dans tous les établissements. Mais cette activité nous a permis quand même de mettre les élèves en situation de travail et d'améliorer leur niveau de compétence. Aïssatou Bella Aïdara, une jeune apprenante au CAF de l'Abbé, fait partie des couturiers qui ont confectionné les 25 000 masques destinés aux 5 préfectures de la région administrative. On a commencé de travailler avec le bavette, mais on a travaillé très bien et rapidement. Oui, on tous est content. Tout le monde était content aujourd'hui.
Même moi, tout le monde est très bien content. Revenant à la charge, Souleymane Mara explique la clé de répartition des 25 000 masques confectionnés dans le cadre du programme Integra. Nous avons prévu 5 000 masques pour la préfecture de l'Abbé. Nous avons prévu 3 700 masques pour Koubia, 3 700 masques pour Lelouma, 3 700 masques pour Mali. Nous avons prévu également la DRS 200 masques. Nous avons promis également le gouvernorat 200 masques. Nous avons prévu également 250 masques pour le programme Integra GIZ. Nous avons prévu également 1750 masques pour l'enseignement technique et 2750 masques pour le préuniversitaire. Au nom des bénéficiaires, le préfet de l'Elouma a exprimé toutes les reconnaissances à l'endroit des différents partenaires. Merci à nos partenaires, merci à l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'État guinéen pour la réponse à la lutte contre cette pandémie qui aujourd'hui fait des ravages dans le monde. Pour le gouverneur de l'Abbé, Elhadj Madifi Ndiané, seule la valorisation de la formation professionnelle permettra de résoudre le problème de l'employabilité des jeunes en Guinée. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, c'était un élément de la rédaction d'Espace Fouta avec Sali Bilalisso pour le compte-rendu. Le Parlement des enfants a déposé à l'Assemblée nationale ce mardi matin un document de plaidoyer. L'objectif consiste à les appuyer dans la promotion de leurs droits et à lutter contre toute forme de violence à leur égard. Cette remise du support fait suite à 3 ans sans activité sur le terrain. Djibrilba, Abouakardine Kamara. C'est un document de 4 pages que la vice-présidente de l'Assemblée nationale a reçu de la main du chargé à l'information du Parlement des jeunes. Ce document explique de long en large les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous voulons que toute la Guinée sache que c'est le mois de l'enfant guinéen et que c'est quelque chose qui interpelle tout le monde. Nous voulons que le mois de l'enfant soit organisé comme la fête de l'indépendance nationale parce que c'est une opportunité de plaidoyer. C'est une opportunité de mobilisation sociale et d'évaluation des acquis en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être de l'enfance. À l'image du Parlement senior, celui des enfants dans sa composition comprend 114 députés juniors issus des 38 circonscriptions électorales. Ces jeunes gens ont frappé à la bonne porte, explique la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Concernant la mobilisation des ressources pour accroître le budget du ministère de l'Action sociale, nous allons nous y atteler à travers des possibilités que nous avons de prendre part au budget d'orientation et au débat d'orientation budgétaire et aussi de prendre part et de voter la loi des finances initiales de chaque année, ce qui fait que nous allons vraiment traduire votre plaidoyer. Nous allons continuer le plaidoyer pour que des allocations budgétaires suffisantes soient prises en faveur vraiment de l'enfance. Le Parlement des enfants a été mis en place conformément à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme. Restons dans le registre santé avec ce geste de la Fondation Solidarité Féminine qui a fait un don ce mardi de poche de sang au centre de transfusion sanguine de Donka, une façon pour elle de contribuer à sauver des vies, surtout celles des enfants drépanocytaires du centre SOS Drépano. Au total, 17 poches de sang ont été collectées par cette fondation. Rosaline Gotomonemou, Abdoulaye Kamara. Chaque année, la Fondation Solidarité Féminine fait des dons de sang. Elle a pu collecter 17 poches de sang au bénéfice des plus nécessiteux, particulièrement les enfants drépanocytaires du centre SOS Drépano. En donnant ce sang, les membres de cette fondation espèrent sauver des vies. Le sang, c'est la vie. À cette période de la pandémie, nous avons jugé aussi nécessaire cette année pour venir pour donner le sang afin de soutenir les malades qui sont dans le besoin. Le directeur du centre SOS Drépano salue cette initiative de la Fondation Solidarité Féminine. Aujourd'hui, il trouve que la drépanocytose est abandonnée au profit de la pandémie du coronavirus. Cependant, cette maladie tue plus de nos jours que toute autre pathologie. Cette période de Covid-19, vous l'avez bien dit, la drépanocytose est
relégué au second plan, en ce sens que tous les efforts, toutes les attentions sont portées sur le Covid-19. Le Centre national de transfusion sanguine de Donka a depuis quelque temps du mal à mobiliser la population pour des collectes de sang. La cause évoquée est la pandémie de coronavirus qui sévit depuis des mois dans notre pays. Pour le geste de cette fondation, le directeur de ce centre se réjouit à plus d'un titre. Puisque nous sommes en période de pandémie à la Covid-19, nous avons d'énormes difficultés à mobiliser la population. Et c'est dans ce cadre que l'ONG a pensé nous appuyer, puisqu'elle le fait habituellement, pour que nous puissions quand même disposer d'une certaine quantité de force de sang au bénéfice de ces patients, mais aussi au bénéfice des femmes, par exemple, qui viennent pour accoucher. Ce don de sang de la Fondation Solidarité Féminine s'inscrit dans le cadre de la célébration du 9e anniversaire de la structure et de la fin du mois de l'enfant. Mesdames et messieurs, comme annoncé à l'entame de ce journal, Kankan dans le Nabaya a été secoué par une manifestation contre les délestages du courant électrique. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées. Les heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont occasionné des blessés. Le saccage du siège, notamment du RPG Arc-en-Ciel et les locaux du groupe Dabo Média. Les revendications des protestataires semblent avoir évolué désormais. Ils revendiquent la construction d'un barrage hydroélectrique pour desservir toute la ville en courant électrique. Alpha Ouma Keita, ou Koita plutôt, notre correspondant régional, revient sur la scène de la journée. Après la première manifestation le lundi dernier qui est restée sans suite, des jeunes protestataires sont de nouveau descendus dans les rues de la commune urbaine de Kankan ce mardi pour réclamer la construction d'un barrage hydroélectrique qui serait la seule solution selon eux pour régler définitivement le problème de délestage récurrent du courant auquel la commune urbaine reste confrontée depuis des mois. Dans la matinée, ces jeunes en colère ont tout d'abord érigé des barricades et brûlé des tables ainsi que des pneus au niveau de tous les grands carrefours de la ville avant de se voir dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de maintien d'ordre avec qui ils ont échangé des jets de pierre. Nous avions commencé la marche à 8h00. Jusqu'à 9h, tout allait bien. C'est quand les forces de l'ordre sont venues, ils ont commencé à nous gazer et puis ça a dégénéré. Selon lui, 3 de leurs auraient été arrêtés dans la foulée par les services de sécurité. À l'heure où nous sommes, il y a 3 personnes qui ont été arrêtées, dont le premier porte-parole du mouvement Béki. Et nous avons décidé, depuis hier, lors de notre réunion, nous sortons pour faire une marche pacifique. Quiconque sera arrêté parmi nous, tant qu'il n'est pas libéré, nous n'allons pas rentrer. S'il faut que tout soit cassé à quelqu'un, on va tout casser. Tant que nos membres ne sont pas libérés, on ne va pas rentrer. S'il faut faire un mois dans ce mouvement-là, on va faire un mois dedans. Au prix de leur vie, ces jeunes se disent déterminés à mener leur combat jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Au prix de leur vie, ces jeunes se disent déterminés à mener leur combat jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Nous n'allons pas arrêter tant que nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes sortis pour qu'il y ait un barrage hydroélectrique à Kankan, même si ça ne peut pas être fait maintenant, mais qu'ils nous disent un délai d'exécution pour que ça soit fait. Tant que nous ne sommes pas satisfaits, nous serions dans les rues. Cependant, il lance une invite très particulière au chef de l'État. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit de M. le Président de la République, seul lui qui peut satisfaire ce problème de courant à Kankan. Le maire ne peut pas, le gouverneur ne peut pas, et le préfet ne peut pas. Seul M. le Président peut le faire. Qu'il entende le cri de cœur de la jeunesse de Kankan afin qu'il nous aide à avoir un barrage hydroélectrique à Kankan. Aux dernières nouvelles, plusieurs personnes auraient été blessées parmi les manifestants et une quinzaine d'autres auraient été également arrêtées par les forces de l'ordre. Une situation qui aurait attisé la colère des jeunes manifestants se sont attaqués à leur tour au groupe Dabo Média, Baobab FM, Faso TV, puis au siège du RPG Arc-en-Ciel à la recherche de Talibi Dabo, un militant farouche du parti au pouvoir, qu'ils accusent d'avoir proféré des menaces à leur encontre la veille sur les ondes de son groupe de médias. Alpha Omar Koita qui nous retraçait donc la journée de manifestation à Kankan.
contre le manque de courant électrique. De Cancan, rendons-nous en Zérekoré pour parler du renforcement des capacités des formateurs en gynéco-obstétrique, qui est l'objectif, qui a été le centre d'intérêt d'un atelier de formation qui a démarré lundi dans la salle de réunion de la maison du paysan Zérekoré. Cette initiative du consortium de l'école de santé pour tous de Raphaël Archange s'inscrit dans le cadre du projet de formation d'agents techniques de santé, de sages-femmes, d'infirmiers, de préparateurs en pharmacie. Notre correspondant Mamadi De Camara nous a dit davantage. Cet atelier de formation de 5 jours est le deuxième d'une série de formations. Il vise à assurer la formation des formateurs en gynéco-obstétrique en vue d'une exploitation judicieuse du programme OAS, Organisation ouest-africaine de la santé. L'atelier de formation qui nous réunit du 29 juin au 3 juillet 2020 est le deuxième sur 7 ateliers. Le premier concernait l'appropriation des programmes harmonisés de l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé. Ce programme, disponible dans les institutions de formation initiale en santé, laisse à désirer. Au cours de ces 5 jours, plusieurs modules seront abordés afin de rehausser le niveau des formateurs en gynéco-obstétrique. Nous aborderons les aspects fondamentaux des différents modules de formation, à savoir le module de gynécologie, le module d'obstétrique physiologique, le module de soins obstétricaux essentiels, le module de soins obstétricaux et néonataux d'urgence et le module d'obstétrique pathologique. L'objectif de cette formation est de rehausser le niveau des formateurs en gynéco-obstétrique de l'école Estra. Quant aux participants, ils se disent fiers d'avoir participé à cette formation et espèrent qu'elle pourra améliorer leur niveau. Je suis très contente. Avec cette formation, les expériences seront augmentées et probablement encore mes attitudes. C'est toute une joie parfaite que je ressens. Pourquoi? Parce que cette formation va particulièrement, personnellement, me permettre, n'est-ce pas, d'être bien, surtout dans l'enseignement, parce que nous sommes appelés à enseigner, à former nos jeunes. À la fin de l'atelier, une attestation de participation sera remise à chaque participant. Le jeune politique fougueux Ismaël Condé a déposé sa valise à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Un départ intervenu quelques jours seulement après son tête-à-tête avec le président de l'UFDG, El Hadji Ousseylou Dalen Diallo. Ce départ a néanmoins surpris plus d'un et suscite une vague d'interrogations car la nouvelle recrue du principal parti de l'opposition en Guinée est le premier vice-maire de la commune de Matam, élu sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Alceni Bari, Ibrahima Souman le rencontrait pour vous. Après avoir été exclu du RPG Arc-en-Ciel, le premier vice-maire de Matam décide de rejoindre l'UFDG. Il a adressé une lettre d'adhésion à Ousseylou Dalen Diallo, le président du parti. Une décision qu'il explique par une lutte commune de l'alternance politique qu'il mène avec l'UFDG. Aujourd'hui, moi j'ai une ligne. L'UFDG m'a connu avec cette ligne de l'alternance, de la défense de la démocratie. Et je pense que l'UFDG défend la même ligne. Ismaël Condé met en garde les différents leaders quant au respect des principes d'alternance démocratique en Guinée, même Ousseylou Dalen Diallo. Le jour que Ousseylou Dalen, je l'espère, arrivera au pouvoir de la Guinée, au pouvoir en Guinée, et qu'il mène le même chemin que le professeur Fakonde est en train de mener aujourd'hui, même si je suis président de l'UFDG, je me battrai, je me révolterai contre ce dîner de démocratie qu'il va pouvoir installer à la tête de la Guinée. Il ne nie pas avoir fait la promotion du référendum, mais pas d'un troisième mandat. Par ailleurs, il salue la main tendue de l'UFDG et son esprit d'ouverture, surtout à ses pires détracteurs. J'étais l'un des jeunes au cadre du RPG qui a été plus dur durant mon militantisme à l'UFDG. Mais ça n'a pas empêché l'UFDG de me tendre la main quand ils ont compris aujourd'hui que l'idéal que je défends au sein du RPG, c'est le même idéal qu'eux ils défendent au sein de l'UFDG. Beaucoup s'attendaient à voir Ismaël Condé créer son propre parti. Le jeune maire de Matam a emprunté une autre voie. Il décline les raisons. Il faut que les jeunes
prennent leurs responsabilités de venir renforcer les partis qui ont les mêmes idéaux aujourd'hui qu'eux. Ensemble, on est plus fort qu'individuellement. Certains pensent qu'Ismaël Condé est une taupe envoyée par le pouvoir au sein de l'UFDJ. Il répond. Moi, je n'ai pas été payé pour arriver à l'UFDG jusqu'à preuve du contraire. J'avais plus à gagner au RPG qu'à l'UFDG. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, grâce à mon militantisme au sein du RPG, j'ai pu bénéficier quand même un poste de vice-maire, le premier vice-maire à la commune de Matam. Nous sommes dans mon bureau comme ça pour faire cet entretien. Et je suis au sein d'une formation qui est au pouvoir. On me l'a dit, on ne quitte pas un parti au pouvoir pour aller dans un parti de l'opposition. Parce que ce que l'opposition cherche, nous les avons déjà au pouvoir. L'orphelinat, la maison du bonheur située à Dapompa dans la commune de Matoto a bénéficié d'une assistance de l'organisation Monde Meilleur pour femmes et pour les enfants. Des vivres et une centaine de livres ont été distribués. Reportage Mamadou Bouleri Diallo, Yacouba Traoré. C'est une évidence pour cette activiste de la société civile. La pandémie de coronavirus affecte l'année scolaire et donc touche les enfants. Ceux qui vivent dans les orphelinats sont les plus exposés, surtout s'ils sont éloignés de l'école, fait remarquer la présidente de l'ONG Monde Meilleur pour femmes et pour enfants. Notre but principal pour ces orphelins, c'est qu'il y ait un accès équitable à l'apprentissage pour tous ces enfants. C'est notre combat. On ne doit pas trouver la tranquillité tant qu'il y a des enfants défavorisés, sans parents qui sont toujours dans le besoin. Ça doit être pour nous un devoir moral, pour nous d'assister ces enfants tant qu'on peut à la mesure de nos moyens. Ces bénéficiaires formulent des prières et s'engagent à exploiter les livres. Cette collégienne souhaite que les parents accordent toute l'attention nécessaire aux enfants. On les remercie beaucoup d'avoir pensé à nous dans ce mois-là parce qu'à cause de ces maladies, quelqu'un ne peut pas se déplacer, de venir saluer. Comme nous sommes les orphelins, il y a les autres qui ont pitié de nous envoyer les riz, les sacs de riz, des dons. Vraiment, je les remercie beaucoup. La fondatrice de l'orphelinat, la Maison du Bonheur, dit être heureuse avec les enfants. Elle recommande aux autorités d'investir en faveur de l'éducation. Ici, on en a besoin parce qu'on a quand même 70 enfants à nourrir chaque jour. Donc c'est vraiment c'est une nécessité quoi, de venir nous aider, surtout en denrées alimentaires. Et après au niveau des livres, parce que ma cible principale c'est aussi l'éducation. Donc on apprend aux enfants à lire, ils vont à l'école, etc. Donc pour que plus tard ils deviennent des adultes autonomes quoi, surtout. Le mois de l'enfant s'en va et sur le terrain, beaucoup d'entre eux ne jugent pas de leurs droits. Cela doit cesser à tout prix, indique la présidente de l'ONG Monde Meilleur pour femmes et pour enfants. L'utilisation des forfaits Internet en Guinée, on en parle dans cette édition d'information. Les utilisateurs de la société de téléphonie mobile Orange Guinée crient à l'arnaque et demandent des comptes à l'entreprise. C'est l'Union des consommateurs de Guinée qui tient le flambeau de la lutte et n'exclut pas d'assigner l'opérateur en justice. La société de téléphonie mobile n'a pas pour l'heure réagi. C'est un dossier que nous propose Abdoulaye Sadio Diallo, Abakadine Kamara, Ibrahima Souri Kamara et Ama Alexida. J'ai acheté 50 gigas qui m'a coûté 530 000, valable pour 30 jours. Et vous avez vu, à 20h44, on me dit que c'est fini. Dans les quartiers, des médias sociaux jusqu'aux entreprises, les plaintes contre la mauvaise connexion Internet sont nombreuses. Nourou Baldé est administrateur d'un site d'information. Il charge des vidéos sur Internet, mais toujours c'est le même scénario. Son fournisseur n'arrive pas à le satisfaire. À un moment donné, j'ai demandé qu'est-ce que Orange proposait de plus sérieux, de plus intéressant. On m'a dit de prendre ça. Je suis allé l'acheter à 1 million, c'est pas 100 000 ou quelque chose comme ça. En tout cas, un peu plus d'1 million de francs guinéens. Mais c'est presque la même chose. En France comme en Guinée, Aliou Bari est toujours resté un fidèle d'Orange. Mais cette fois-ci, il n'en peut plus. Le client dénonce ce qui lui semble être injuste. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que je fais une recharge de 96 000 pour un mois. Au bout de 24 heures, on me dit que le pass est épuisé.
Donc j'ai contacté le service Orange, c'est-à-dire Akipé. J'ai été les voir, j'ai changé de mot de passe. Je recharge 96 000, je ne fais même pas une journée, on me dit que c'est épuisé. Donc là, j'ai relancé Orange, ils m'ont mis en relation avec leur service commercial qui m'envoie un relevé de mes consommations avec des applications que je n'utilise pas. Ce que je leur ai expliqué, ce que je trouve bizarre, et là je ne suis pas le seul, j'ai des amis qui sont dans le même cas. L'activiste des droits de l'homme n'est pas la seule victime de la mauvaise qualité de la connexion Internet. Son entourage aussi se plaint du même mal. Il aboutit donc à cette conclusion. Autour de moi, j'ai expliqué ça à des amis et j'ai 3 ou 4 amis qui se plaignent de la même chose sur la Homebox. Et moi, j'arrive à la conclusion que ce produit aujourd'hui que Orange vante, c'est une vraie arnaque pour le consommateur que je suis. L'autre frustration des utilisateurs d'Orange Guinée, c'est la non-satisfaction de leurs requêtes par le service clientèle de l'entreprise. On est victime d'arnaque. Malheureusement, il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Vous appelez la société, vous perdez votre temps. Et d'ailleurs, on vous énerve, puisque vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse. Et les interlocuteurs vous demandent est-ce que vous avez d'autres questions, alors qu'ils n'ont pas été capables de répondre à vos principales préoccupations. Avec autant de critiques, de frustrations, de plaintes, nous saisissons l'Union des consommateurs de Guinée qui dit être suivie par au moins 19 000 abonnés. Déjà en 2018, pour la réforme des passes Internet, l'Union aurait contraint Orange Guinée de dédommager 209 000 consommateurs. Cette fois-ci encore, assigner l'entreprise en justice n'est pas à exclure. Si jamais il est avéré que Orange a tort, notre premier rôle, ça sera d'abord de servir de médiateur. Et si la médiation ne marche pas, je l'assigne en justice, c'est ça notre rôle. Pour jouer à l'arbitre entre l'État, les consommateurs et des entreprises comme Orange, il existe un service spécialisé, l'Union des régulations des postes de télécommunications. L'organe dit être en train de travailler activement sur le dossier Orange Guinée, mais personne ne veut parler avant la conclusion de l'enquête. Des sources proches de l'ARPT estiment déjà que la data d'Orange doit plutôt communiquer sur le volume et non sur le temps. Tout comme l'autorité de régulation des postes de télécommunications, l'entreprise Orange Guinée n'est elle aussi pas prête à communiquer sur cette brûlante question d'Internet en cette période. Il faut préciser que pendant ce temps, les utilisateurs, eux, attendent une explication réelle par rapport à ce qu'ils considèrent comme une arnaque. C'est une façon de dire que cette affaire est loin d'être close. Je vous invite à présent à la découverte d'un jeune Guinéen qui a fait un choix utile après une mésaventure sur les routes infernales du désert dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Ce jeune de Gawal a pris sa vie en main en se consacrant à l'élevage. Son cheptel est composé de plusieurs dizaines de têtes de vaches. Sa réussite, ses difficultés du moment sont décrites par Mamadou Sadio Baldé sur les images d'El Hadj Aliouba. Kakumbinani, la zone où Mamadou Mokhtar Diallo s'occupe de son bétail. Il ne regrette pas d'avoir pratiqué l'activité de ses ancêtres. Au contraire, c'est un héritage devenu une passion. Ce père d'une dizaine d'enfants s'est marié à 3 reprises, construit 3 maisons et possède des parcelles dont il se réserve de donner le nombre ici. Pour fidéliser son bétail, il fabrique et organise au moins 7 abreuvoirs salés par an. En hivernage, il arrive qu'on fabrique 4 abreuvoirs salés. En saison sèche, 2 ou 3. En tout cas, 6 ou 7 abreuvoirs. Près de 200 têtes de vaches à sa possession. Le nombre n'est jamais constant car, dit-il, il peut y avoir des hauts et des bas. La dépense familiale, les maisons construites sont le fruit de la vente de quelques têtes suivant les besoins. Comparé à des décennies précédentes, il se réjouit de la sécurité actuelle, surtout quand il se rappelle des ravages provoqués par des animaux féroces comme les panthères. Par le passé, il y avait des panthères qui dévoraient les vaches. Il fallait donc les surveiller. Dieu merci, elles se sont éloignées de la zone. Depuis la nuit des temps, l'éleveur et l'agriculteur ne font pas bon ménage. Il est obligé de payer les champs dévastés par ses vaches. En saison sèche, la vigilance doit être accentuée
car il faut que les vaches fréquentent un fleuve pour trouver de l'eau avec tous les risques. Il y a des pentes glissantes. Il faut qu'on les guide pour éviter qu'ils ne tombent. Souvent, on est tenu de payer le champ que nos vaches dévastent. Dans un futur proche, Mouktar Diallo rêve de faire un jardin puisqu'il manque de temps pour se consacrer aux travaux champêtres. Un exemple de prise de conscience et de courage à suivre. Mesdames et messieurs, c'est donc cet élément qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Merci donc de l'avoir suivi. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.